Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, donc on va parler de changer de viande, de retarder le diabète, d'améliorer son cerveau et d'augmenter ses globules blancs. Donc rien que ça, beaucoup de petites choses pour améliorer la santé ou l'optimiser en tout cas dans cet épisode. Bon, alors le sujet dont j'ai parlé avant-hier pour vous, parce que moi j'enregistre le lundi. J'ai parlé du jeûne intermittent, alors j'ai appelé ça «Tout sur le jeûne intermittent», pour perdre du gras, surtout, hein, puisque le jeûne intermittent, il n'est pas utilisé que pour perdre du poids. Il est utilisé, pour tout un tas de choses, enfin, tout un tas de vertus santé, après avec plus ou moins de preuves scientifiques, derrière. Mais en tout cas, là où il y a beaucoup de documentation, dans la littérature scientifique, là où il y a le plus de doc, c'est sur la perte de poids, notamment pour les personnes obèses ou en fort surpoids, parce que c'est une approche légèrement différente de la restriction calorique standard, même s'il y a une restriction calorique à la clé, hein, mais beaucoup plus tolérable pour certaines personnes. Et je peux vous donner quelques sujets qu'on a abordés, comment le jeûne intermittent réduit la masse grasse pour une perte de poids efficace et une meilleure santé métabolique, l'efficacité du jeûne combiné à l'exercice pour des résultats sur la perte de poids, etc. Mais toutes ces choses-là, il faut pas les faire dans un modèle standard, on a envie de dire, mais plutôt en regardant un petit peu ce qui se dit. Enfin, les chercheurs ont beaucoup bossé dessus, c'est quand même dommage de passer à côté de leurs recommandations, en tout cas de leurs découvertes, parce qu'ils recommandent rien, eux. Ils découvrent des choses et puis après, à nous d'en tirer des conclusions et de les appliquer ou non. Moi, c'est quelque chose que je pratique pas toute l'année, le jeûne intermittent, je le pratique ponctuellement. Mais ceux qui me suivent depuis un certain temps le savent déjà. J'ai une manière un peu à moi de le pratiquer, mais ça marche. Je suis assez convaincu de toute façon, il n'y a pas besoin d'être convaincu ou pas. Il y a les faits sont là. Beaucoup de personnes le pratiquent avec succès. D'autres n'aiment pas ça parce que ils ont l'impression que ça leur freine leur perte de poids ou ça leur freine le métabolisme ou ça leur déclenche des TCA. Mais globalement, il y a quand même pas mal d'effets positifs. Alors, le jeûne intermittent, ça n'est pas sauter le petit déjeuner et puis après on s'occupe de rien, hein. C'est plus complexe que ça, c'est plus pointu et celui qui fonctionne, c'est pas forcément celui populaire là, celui qui est enfin bon, voilà, vous avez compris, je vais pas en parler plus que ça, je vous ai déjà assez saoulé. Si vous faites le jeûne intermittent ou si vous visez de le faire pour perdre du poids, allez voir le lien que j'ai mis dans les notes de cette émission. Et d'ailleurs, j'ai mis également deux diètes de jeûne intermittent pour ceux qui veulent démarrer. Bon, les sujets du jour. Le premier, réduire la viande transformée, une stratégie gagnante pour la santé et l'environnement. Alors, vous avez bien entendu, réduire la viande transformée. On parle pas de la viande standard, la viande que vous allez consommer, celle du boucher et tout ça, un morceau de bœuf, de volaille ou autre, hein. On parle bien de la viande transformée et dans la viande transformée, on y rajoute la charcuterie, vous savez les steaks qu'on n'a même pas le droit d'appeler steak, là, ça s'appelle comment? Haché de viande, je crois, ou burger, des fois ils appellent ça. Enfin bon, bref. Donc je vous lis ce que j'ai récupéré. Donc réduire la consommation de viande transformée d'environ un tiers pourrait éviter plus de 350 000 cas de diabète aux États-Unis en 10 ans, selon une étude. Donc diminuer la consommation de viande transformée de 30%, soit environ 10 tranches de bacon par semaine, entraînerait... Mais attends, mais 10 tranches de bacon par semaine, et quand tu réduis de 30%, ça fait ça, mais ils mangent combien de tranches de bacon? Enfin, c'est abusé, quoi. Donc ça entraînerait également des dizaines de milliers de cas en moins de maladies cardiovasculaires et de cancers colorectaux. Non mais nous, enfin je sais pas si en France, quoique si, il doit y en avoir qui bouffent du jambon. Vous savez, entre le bacon et le jambon, il y a pas beaucoup de différence, hein, à part peut-être la teneur en sel, la quantité de sel, et encore je suis pas sûr. C'est
Vous allez me dire, si, il y en a un, il est plus gras que l'autre, il est plus protéique que l'autre, mais je vous parle, moi, pour la santé, c'est du transformé, hein. Donc l'équipe de l'université Édimbourg, c'est pas, c'est en Écosse, ça, non? En collaboration avec l'université de Caroline du Nord, a utilisé un outil de simulation pour estimer les impacts sur la santé de la réduction de la consommation de viande transformée et non transformée. Cette micro-simulation, basée sur les données de Santé nationale, a révélé des bénéfices importants, notamment 92 500 cas de maladies cardiovasculaires et 53 300 cas de cancers colorectaux en moins sur une décennie. Donc c'est bien, tant mieux. Donc je continue. Donc les hommes blancs et ceux dont le revenu annuel est compris entre 25 000 et 55 000 dollars bénéficieraient le plus de ces changements. Donc réduire la consommation de viande. Alors, entre 25 et 55 000 dollars aux États-Unis par an, c'est comment dire, c'est leur classe moyenne, hein. Nous, on n'est pas en classe moyenne. Entre 25 et 55 000 euros, on commence à sortir correctement la tête de l'eau quand même, hein. Même si, enfin, si on pète pas au-dessus de son cul, hein, je parle, si on arrive à vivre raisonnablement. Donc réduire la consommation de viande non transformée seule, comme manger un hamburger en moins par semaine, pourrait éviter plus de 732 000 cas de diabète et 291 500 cas de maladies cardiovasculaires. Ces résultats montrent que diminuer la consommation de viande de viande transformée, pourrait non seulement améliorer la santé publique, mais aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre, selon le professeur Lindsay Jack de l'université d'Édimbourg. Alors moi, de toute façon, la viande transformée, enfin, il y a des petites clés comme ça, mais franchement, beaucoup cherchent à droite, à gauche, les méthodes, les meilleures et tout. Faites simple, du non transformé. Moi, vous savez, quand on me dit: «Mais tu fais quoi? La cétogène, la paléo, la pesco-végétarienne, la machin?» Je fais rien de tout ça, en fait. Ou alors, soit je fais rien de tout ça, soit je fais tout un petit peu, je pioche un peu dans tous ces trucs-là. Puisque, je mange, pas mal de poissons, enfin pas mal. Je mange des produits de la mer, pas moins que ce que je voudrais en manger. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'une question de budget, c'est aussi une question de métaux lourds. Donc, je me restreins volontairement, même si je peux en avoir dans le congèle, parfois un peu de poisson. Je vais pas en manger au quotidien parce que métaux lourds. Et donc oui, il y a des règles très simples, hein. Non transformés, déjà. Vous ne prenez pas de produits transformés. Heu, Éviter comment dire? Les produits, alors raffinés. Quand je dis raffinés, ça veut dire, les produits non complets. Donc, le riz blanc, les pâtes blanches et tout ça. Mais bon, pour moi, les pâtes, ça rentre dans les produits transformés, hein. Plusieurs ingrédients agglomérés, enfin voilà. Enfin, ça dépend lesquels, hein. Si vous prenez des pâtes de pois chiches, il y a que pois chiches comme ingrédient. Même si la matrice n'est plus la même qu'à l'origine, ça reste du pois chiche. Par contre, prenez, des pâtes, quand vous voyez pâtes aux œufs, machin, bah, il y a des pâtes et des œufs. Donc déjà, il y a au moins 2 ingrédients. Et ça, dès que c'est transformé, moi, j'essaie d'éviter. Enfin, c'est pas que j'essaie, c'est j'évite. Pas de charcuterie, tous ces trucs-là. Hem Pas de produits laitiers, en tout cas, les seuls que je vais consommer, ça va être soit des produits laitiers de type, du kéfir, donc riche en probiotiques, ou des yaourts, que je fais maison avec des souches de probiotiques, ou vous savez, les sachets, de ferments qu'on vend dans le commerce, pour essayer de maîtriser déjà l'origine du lait, la qualité et tout ça, et puis d'avoir des probios. Bref, et donc juste cette règle-là d'éviter les produits transformés et de manger des glucides, on va dire, que tu pourrais trouver dans la nature. Déjà, il y a une bonne partie du chemin qui est faite. Voilà. Donc retarder le diabète, donc c'est un autre sujet, hein. Donc on voit bien, non, je reviens quand même à cette histoire de viande. On se rend pas compte à quel point on mange peu de viande par rapport à l'américain. La raison est simple, hein. Enfin, il y a une des raisons qui est relativement simple. Déjà, la première chose, c'est que on ne enfin, si on fait une moyenne, il n'y a pas beaucoup de petits déjeuners salés en France. Alors, vous allez me dire: «Si, moi». Bah oui, mais nous, dans le monde du fitness, pardon. Mais, dans le grand public, non. Donc déjà, on enlève le bacon de la diète. Rappelez-vous du générique de la série Dexter.
à la fin du générique, il se faisait frire des œufs avec du bacon, il me semble. Donc, enfin, je crois. Oui, c'est ça. C'était d'ailleurs avec plein de gras et tout. Mais c'est le petit déjeuner typique là-bas. Donc, c'est vrai que toute cette viande transformée, si chez eux c'est quotidien, chez nous, enfin, que ça soit vous, moi ou beaucoup de Français, il y a des jours qui passent sans avoir de saucisson, de jambon ou de travers de porc ou des choses comme ça au menu. Donc nous, on en consomme peut-être déjà un peu moins. Par contre, ceux qui mangent des lasagnes, des choses comme ça, enfin dès qu'il y a des steaks hachés un peu de mauvaise qualité, regardez, faites attention parce que les steaks hachés, c'est très trompeur et parfois même dans des marques populaires où on se dit je prends telle marque parce que j'ai confiance, ils sont là depuis longtemps. Détrompez-vous, parfois on se fait bien avoir et ça m'est arrivé récemment. Euh, Faute d'inattention, une boîte de steak parce qu'elle était trop rouge avec un bœuf dessus, je me suis dit: «Tiens», alors que non. Donc 100 muscle, il faut 100 muscle, 100 bœuf. On regarde derrière, ingrédients 100 bœuf et si possible bio, mais bon, il faut avoir le budget parce que quand, ça commence à monter à 7 balles les 4 steaks hachés, ça fait mal au luc. Bon bref, je continue, et ce qui est marrant, c'est les hommes blancs, pourquoi ce sont les hommes alors ils sont plus touchés? Est-ce que l'homme blanc est moins viande transformée compatible que le reste de la population? Je sais pas. Bref, donc retarder le diabète de 4 ans avec un régime et de l'exercice améliore la santé à long terme. Hem, c'est Vous savez que le diabète, d'ailleurs, heu, on m'a envoyé, la marque se reconnaîtra, il y a beaucoup de contenu sur le diabète, sur le glucose et tout, qui fait suite, non seulement au livre Glucose Révolution. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu un effet, un retard à l'allumage un petit peu avec ce bouquin parce qu'il est sorti il y a quand même quelques temps maintenant. Il y a eu un premier pic d'intérêt, puis ça s'est un peu, étouffé et puis là, il y a un regain, je ne sais pas pourquoi. Ah, est-ce, l'effet, Summer Shape qui a relancé la vente de son bouquin, de Glucose Révolution? Mais il y a plein de comptes, qui cherchent à la démonter, la pauvre nana, qui essayent de lui retourner ses arguments, machin, bon, ils essayent de profiter de sa lumière, en fait, hein, je dis juste les choses comme ça. Mais en parallèle, il y en a beaucoup qui testent en fait avec l'arrivée des on appelle ça comment les glucomètres là, ceux qu'on met dans le tissu conjonctif ou non interstitiel ou je sais plus comment on appelle ça, les petites pastilles qu'on se met sur le triceps là. Je crois que la marque c'est Freestyle Libre 2 ou 3, un truc comme ça. Il faudrait que je le teste d'ailleurs ça. Mais bon, Heu, eh bien, les gens peuvent se tester, en fonction de ce qu'ils mangent. C'est bien, il y a plein de petites chaînes Instagram qui se montent, on peut voir et là, on m'a envoyé justement le test avec, 15 millilitres, je crois, de vinaigre de cidre et puis, un bol de riz blanc. Enfin 200 grammes de riz blanc pesé cuit, donc c'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose. Moi, ça me semble pas être, beaucoup et il y avait une différence, je crois, de 30. Donc la personne faisait ça. Alors dans les commentaires, il y avait toujours, «Est-ce que le riz a été, cuit dans les mêmes conditions?» blablabla. Mais je pense que les gens s'attardent beaucoup sur ça, mais je pense qu'il y a aussi, d'autres effets qui peuvent jouer. Est-ce que ça a été pris ne serait-ce que le midi? Les 2 fois ou le midi et le soir? Est-ce qu'avant il y a eu du sport? Est-ce qu'avant il y a eu du stress? Est-ce que, le repas a été mangé dans le même, laps de temps? Donc il y a des tas de choses qui peuvent participer à la hausse ou à la baisse de l'insuline, donc enfin de la glycémie plutôt, même si ça se suit, faut mieux parler de glycémie et donc c'est plutôt ce genre de test qu'il faut faire. Parce que les aliments, on sait qu'ils ont des IGE différents et que d'associer certains aliments entre eux, ça peut, influencer la glycémie. Par contre, les tests intéressants à faire, c'est les tests autres qu'alimentaires, c'est-à-dire la vitesse d'ingestion, avant ou après le sport, enfin bon, avant ou après le sport, oui, si avec une séance de sport juste avant ou pas du tout, avant une séance de marche, enfin après une séance de marche, pardon, enfin tout ce qui pourrait, heu, être du domaine, par exemple, de faire, le même plat consommé le lundi midi, donc en pleine semaine avec le stress du boulot et le samedi midi.
ou c'est le week-end, on est plus détendu. Là, ça serait des tests sympas à faire. Voilà. Bon bref, je reprends le sujet. Donc les personnes diagnostiquées avec un prédiabète, donc prédiabète, c'est une glycémie qui est, c'est combien déjà entre 1,10 et 1,26 ? Les plus pointus me diront, je sais pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est ça. C'est quand on est sur le chemin du diabète, mais c'est encore réversible. Alors, je sais que le diabète de type 2, il y a des gens qui ont réussi à l'inverser, mais ils n'ont pas réussi à le faire disparaître. Il est en rémission, il est en sommeil, mais ça ne disparaît pas. Par contre, quand on est en prédiabète, on peut inverser la machine. Donc, c'est pour ça que se faire diagnostiquer ou se faire dépister relativement tôt, notamment avec ces testeurs-là, ça permet quand même de pouvoir l'inverser, parce que le diabète, quand il est là, après, c'est la mouise. Hein. Alors, ils peuvent réduire leur risque à long terme, donc ceux qui ont du prédiabète, de décès et de complications liées au diabète, si elles retardent l'apparition du diabète de seulement 4 ans. Donc, s'il arrive 4 ans plus tard, c'est déjà bien, et ça, ils peuvent le faire grâce à un régime alimentaire et de l'exercice selon une étude récente. Donc, je reprendrai la lecture après, mais c'est vrai que souvent, moi, j'ai ce discours-là. J'essaye d'expliquer aux gens, quand on arrive dans le monde de la santé, du fitness et tout, que ça arrive après une crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, où on se dit oulala, on a des premiers signaux d'alerte qui arrivent, on se décide à faire du sport et tout pour essayer de se maintenir en vie et en bonne santé. Eh bien, on a tendance dans son esprit, à se construire une espèce de religion où de faire du sport et de manger sainement, on va être immortel. Alors, le plus vite possible, faut vous dire qu'on est toujours mortel. Sauf qu'on est mortel, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on maximise ses chances pour que cette mortalité arrive, que la fin arrive plus tard. Et donc, ben là, l'étude le montre. Si comment dire, on fait du sport et on mange sainement, on peut retarder l'arrivée d'une pathologie qui est quand même embêtante, le diabète, de 4 ans. Donc c'est quand même quelque chose de bien, parce qu'en réduisant son arrivée, parce que par exemple, moi je fais du sport, vous faites du sport et tout, vous n'êtes pas à l'abri de vous choper un diabète. Vous avez moins de chance et il arrivera plus tard que si vous n'aviez jamais fait de sport. Mais vous pourriez l'avoir plus tôt que quelqu'un, votre voisin, qui n'a jamais fait de sport. Ça, en fait, faut pas vous comparer à l'autre, hein, parce que sinon on se compare tous à Jeanne Calment, elle fumait à 120 ans, ou je sais plus quel âge elle avait, et on se dit, bon bah à quoi bon. Mais faut pas se comparer à son voisin, faut toujours se dire, si je ne l'avais pas fait, il serait arrivé plus tôt. Donc c'est toujours un gain, en fait. Peu importe qui vous êtes, d'où vous êtes et tout ça, quoi, d'où vous commencez. Donc là, des chercheurs de l'hôpital de l'Amitié sino-japonaise et ses collègues ont découvert que retarder le diabète, même de quelques années, améliore significativement la santé à long terme. Donc l'étude qui a été publiée dans PLOS Médecine, a analysé les résultats de santé de 540 individus prédiabétiques sur plus de 30 ans. Et ceux qui ont retardé le diabète d'au moins 4 ans avaient un risque significativement plus faible de mourir et de subir des événements cardiovasculaires tels que des crises cardiaques, des AVC ou des AVC comparés à ceux qui ont développé le diabète plus tôt dans leur vie. Donc 4 ans plus tôt, quoi. Les interventions comprenaient un régime sain, plus d'exercice ou les deux. Et donc ils disent que les résultats suggèrent que plus un prédiabétique peut retarder le diabète, mieux c'est pour sa santé à long terme. Même quelques années de statut prédiabétique peuvent offrir des avantages durables. Les auteurs recommandent des interventions efficaces pour les personnes ayant une tolérance au glucose altérée. Je comprends pas qu'avec tous ces trucs qu'on a sur le diabète et tout, le sucre, les produits sucrés et tout, sont encore laissés tranquilles de côté, pas de problème. Je sais pas, il y a limite, il y a non-assistance à personne en danger, quoi. Je comprends pas. Mais bon, bref. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme on dit. C'est le discours des industriels par rapport à ça. Hein. Les gens sont pas forcés, ils ont pas un couteau sous la gorge. Et une entreprise n'est pas là pour mettre en santé, mais une entreprise est là pour faire du business. C'est les choses qu'on utilise. Bon. Est-ce qu'un dealer est pas là pour mettre en santé, mais un dealer est là pour faire du business? Je sais pas. On pourrait dire la même chose finalement. Bref, le sport intensif améliore durablement le cerveau des seniors. Donc, une étude de l'université du Queensland révèle que l'exercice intensif améliore les fonctions cérébrales des seniors des seniors
pendant, ils ont oublié un truc, jusqu'à 5 ans. Bon, on va retenir ça. Donc les chercheurs dirigés par les professeurs émérites Perry Bartley et le docteur Daniel Blackmore ont observé que 6 mois d'entraînement par intervalle à haute intensité suffisaient pour améliorer la cognition des adultes âgés de 65 à 85 ans. Donc entraînement à haute intensité par intervalle, ça va être soit des circuits avec kettlebell, soit sur vélo, tapis de course, des choses comme ça, quoi. Ou certaines méthodes d'entraînement CrossFit, par exemple. Ça peut être aussi de l'intervalle, pas toutes, hein, mais certaines. Donc les participants, après un programme de 6 mois, ont montré des améliorations cognitives visibles, même 5 ans plus tard. Donc c'est-à-dire que en arrêtant leur programme, ils ont quand même conservé les avantages. Donc cette étude est la première à démontrer qu'un exercice intense peut non seulement retarder le déclin cognitif, mais aussi améliorer durablement les fonctions cérébrales. Donc là, vous allez voir vos grandes tantes, vos grands-oncles. Alors les hommes, vous aurez peut-être plus de facilité à les convaincre, mais vos grandes tantes et tout ça, un peu moins, parce que si vous leur parlez de musculation et de sport intense, elles vont dire « Ouh là là, j'ai pas envie de ressembler à un homme ». Pas de panique. Vous lui dites, t'inquiète pas, tata, tes hormones vont t'empêcher de devenir comme un homme de toute façon. Donc tu n'as aucun problème avec ça, aucun souci à te faire par rapport à ça. Tu seras jamais trop musclé en faisant du sport, de la musculation et tout. Par contre, l'Alzheimer et tout ça peut être retardé, et ça c'est quand même quelque chose de fort, quoi. Donc on voit bien que le sport et la diététique, même si aujourd'hui on pète dans le confort et tout, on voit que on n'est pas fait pour rester immobile, on n'est pas fait pour rien faire, et qu'aujourd'hui on a le luxe de pouvoir troquer des efforts physiques pénibles et obligatoires, comme aller au champ ou je sais pas moi, enfin bref, les tâches difficiles qu'on devait faire par le passé parce que c'était obligé, c'était obligatoire. Aujourd'hui, on a la luxe de pouvoir faire ces exercices en jouant, en fait, comme des grands enfants dans le bac à sable, avec nos kettlebells, avec nos barres, nos haltères, nos machines de muscu. On fait que d'aller dans un temple pour jouer. Il y en a qui le voient comme une contrainte. Mais non, en fait, faut voir le sport comme ça, comme un jeu. Et plus on le verra comme un jeu, plus on aura de chance de le tenir. Parce qu'il y en a qui le prennent trop au sérieux. C'est sérieux. Les effets sont sérieux. Mais il faut pas le prendre au sérieux. Parce que le prendre au sérieux, ça le rend barbant et lassant et tout, le sport. Il faut savoir que le sport a des effets sérieux sur le corps et le mental, mais ne pas le prendre au sérieux et se dire « Allez, je vais jouer, je vais m'aérer l'esprit. Je vais faire mumuse, en gros, quoi. » Et ça marche très bien. Enfin, moi, quand je fais ma séance de sport, là, ce week-end, j'ai fait le matin mes séances avec kettlebell, là, sur la terrasse, au frais, en attendant que le soleil se lève. Enfin, de ce côté-là, en tout cas. C'était hyper agréable parce qu'il restait un brin de rosée, alors pas de rosée la boisson, hein, la rosée du matin, sur le encore qui planait, donc c'était hyper agréable, et voilà, quoi. Bon, et j'ai joué. Pour moi, c'était un jeu, quoi. Ça fait du bien, ça fait un peu souffrir, donc c'est une relation amour-haine, le sport, mais ça reste un jeu, quoi. Donc, ah oui, donc ils ont fait des tests de biomarqueurs et des scans cérébraux. Ils ont montré des changements structurels dans l'hippocampe, donc la zone du cerveau responsable de l'apprentissage et de la mémoire. Ces découvertes peuvent influencer les recommandations d'exercices pour les seniors et ouvrir la voie à des recherches sur différents types d'exercices adaptés aux personnes âgées. Avec près d'un tiers des personnes de 85 ans susceptibles de développer une démence, cette recherche offre des perspectives prometteuses pour améliorer la santé cognitive à long terme et réduire les coûts personnels et sociétaux associés à la démence. Bon, juste pour dire que on n'a pas besoin d'attendre d'être vieux pour s'y mettre, hein. Plus on commence jeune, mieux c'est. Donc seulement 30 minutes d'exercice augmentent les globules blancs qui sont des tueurs de tumeurs. Donc ça, c'est pareil, c'est une autre étude finlandaise de l'université de Turku, ou Turku, je sais pas comment on dit, Turku, je vais dire, ça me paraît plus
je sais pas en fait, montre que seulement 30 minutes d'exercice peuvent augmenter la proportion de globules blancs tueurs de tumeurs dans le sang des patientes atteintes de cancer du sein. Mais d'ailleurs, j'avais vu les protocoles souvent pour les bons protocoles dans les centres, les cancéropôles ou les centres de cancérologie, ou je sais plus comment on appelle ça. Je crois qu'à Montpellier, c'est cancéropôle. D'avoir du matériel de musculation et tout pour vraiment faire un protocole moderne pour la guérison, quoi. Je crois que c'est même durant le traitement, durant la chimio. Donc ça peut augmenter la proportion des globules blancs qui sont des tueurs de tumeurs dans le sang des patientes atteintes de cancer du sein. Donc mesdames, le sport est protecteur pour vous, et même si vous êtes atteinte d'un cancer, visiblement ça peut aider, quoi. Donc je continue, les globules blancs qui font partie de notre système immunitaire combattent le cancer, les bactéries et les virus. Parmi eux, les cellules T cytotoxiques et les cellules tueuses naturelles sont les plus efficaces pour détruire les cellules cancéreuses. En revanche, les cellules T régulatrices et les cellules myéloïdes suppressives peuvent favoriser la croissance du cancer. Donc 20 patientes récemment diagnostiquées avec un cancer du sein ont participé à l'étude. Elles ont pédalé sur un ergomètre, donc un espèce de vélo, pendant 30 minutes à une résistance de leur choix, et des échantillons de sang ont été prélevés avant, pendant et après l'exercice. Les résultats ont montré une augmentation significative des cellules T cytotoxiques et des cellules tueuses naturelles pendant l'exercice, tandis que les cellules favorisant le cancer n'ont pas changé. Donc les chercheurs ont aussi constaté que la proportion de cellules tueuses naturelles augmentait alors que celle des cellules myéloïdes suppressives diminuait. 1 heure après l'exercice, les niveaux de globules blancs retournaient aux valeurs de repos, laissant encore des questions sur leur destination post-exercice. Cette étude renforce l'idée que l'exercice est bénéfique pour toutes les patientes atteintes de cancer, malgré certaines différences observées selon les types de cancer du sein. Voilà. Alors, je peux comprendre que quand on annonce à une personne qu'elle a une pathologie lourde comme le cancer, le premier réflexe, c'est pas de se mettre sur un vélo et de pédaler, quoi. Mais je pense que un bon discours, par exemple, là, je dis pas que moi j'ai eu un bon discours, hein. Je dis juste qu'en ne prenant pas les gens pour des cons, et en apportant les résultats, en expliquant, en disant « en faisant ça, ça fait ça, donc ça améliore ». Quand vous avez des personnes qui ont envie de s'accrocher à la vie, peut-être que tout le monde va pas le faire. Un peu comme le fumeur à qui on a dit si vous arrêtez de fumer, ça vous sauvera. Ou celui qui mange trop, si vous arrêtez de manger, ça vous sauvera. Il y en a qui sont capables, d'autres pas capables. Et là, peut-être qu'il y en a qui vont se dire ok, et ils vont se mettre sur un vélo ou se mettre à faire du sport. Mais on voit bien à quel point soit notre mode de vie sédentaire, c'est un mode de vie tueur, soit l'exercice physique combiné au mode de vie moderne a un effet protecteur. C'est-à-dire que si on regarde historiquement, dans le passé, parce que dites-vous bien une chose, c'est que tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les avantages de l'activité physique, nous on a l'impression, on en est convaincu, c'est génial, mais dites-vous bien une chose, c'est qu'avant, l'activité physique, quand je dis avant, dans les siècles passés, c'était pas synonyme de bonne santé. Un peu dans les livres de médecine et tout, mais sinon, le sport, bouger et tout, se fatiguer, c'était vraiment le repos, la détente, c'était mieux. Mais déjà parce que le mode de vie était plus intense, et aussi parce que de se faire mal, les gens vont recourir. Si on observe les choses, se faire mal, ça fait mal, donc on n'a pas de raison de le faire. Alors que c'est paradoxal, se faire mal fait du bien. On fait du sport, ça fait mal, mais ça fait du bien. Donc c'est un peu ce que dit Étienne Klein, la recherche contredit l'observation, ou je sais plus ce que c'est, le réel. Enfin bon, il y a un truc entre ce qu'on observe et la réalité de la physique qui n'est pas toujours, qui se rejoint pas toujours, quoi. Mais là, c'est un peu la même chose. Quand on fait du sport, ça fait mal, mais ça fait du bien. Donc, ce qu'on observe et ce qu'on ressent, c'est complètement l'inverse de ce que ça fait dans le corps. Bref, même si on peut aimer se faire mal, et donc il y a un petit côté masochiste, je pense, quand on apprécie le sport et la douleur. Je pense que je dois l'être un peu parce que j'aime bien me faire mal au sport, donc et vous aussi, je le sais. Donc j'en reviens à ce que je raconte. Nous aujourd'hui, on teste une chose, c'est que on fait du sport avec le confort moderne, c'est-à-dire qu'on a à la fois
suffisamment à manger, et les calories, on peut choisir la nature de nos calories, et à la fois faire de l'activité physique. Et à l'inverse, en fait, il y a les deux extrêmes aujourd'hui. Il y a ceux qui ne font pas du tout de sport et qui mangent complètement mal, et ceux qui essayent de manger au mieux en faisant du sport. Donc, les mêmes extrêmes que vous retrouvez en politique, vous les retrouvez aussi dans les comportements, dans les foyers, en fait. C'est pour ça que vous avez à la fois des gens qui sont en méga super forme et d'autres qui sont en méforme de manière précoce, etc., quoi. Et, donc, limite, il y aura presque un jour, peut-être, deux espèces. Euh, Vous savez, deux espèces humaines, hein, quand je dis deux espèces, c'est deux espèces humaines. Parce que quand je dis ça, c'est pas pour scinder, il y a les bons et les pas bons, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais quand vous faites de la recherche ou que vous faites de la médecine, si vous avez un individu qui est à un pôle de l'extrême, c'est-à-dire un super sportif qui mange sainement, et à l'autre pôle, vous avez un super sédentaire qui mange mal, interpréter les analyses de la même façon, c'est problématique. Il y a plein de soucis, en fait, avec toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que, au début, on va dire, l'être humain moyen était au centre, et puis de plus en plus, les écarts se sont creusés. Et d'un côté, on a la sédentarité, le confort et la malbouffe, et de l'autre côté, on a la diète saine, l'activité physique et la modération, on va dire. Et c'est vrai que il y a un fossé quand on critique un peu les temps passés où il y avait les bourgeois ou je sais pas quoi là, les riches et les pauvres en gros. Bah là, il y a un peu la même chose, mais pas forcément en parlant d'argent, mais en parlant de contenu de l'assiette, d'activité physique et tout, quoi. Et c'est alors pas de jugement là-dessus, hein, c'est juste que celui qui interprète ou qui propose des traitements, il a intérêt à regarder ce genre de choses, parce que c'est pas le même terrain sur lequel il va travailler quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'à terme, ça va pas... Alors aujourd'hui, non, sous quelques décennies, peut-être pas. Mais est-ce qu'à terme, ça crée pas des individus vraiment, vraiment, vraiment différents, quoi, avec des caractéristiques différentes, parce qu'on le voit bien avec tout ce que j'ai dit là, des problèmes au niveau du cerveau, au niveau du prédiabète, ça peut inverser ou encourager. Enfin, il y a quand même quelque chose. Il y a des interrupteurs assez forts de santé dans le mode de vie, sans parler de médecine, en fait. Et donc ces interrupteurs, ça participe c'est de l'épigénétique, hein. Pour ceux qui suivent, l'épigénétique, c'est l'environnement direct, on va dire, et les actions directes qui vont activer ou non certains gènes dans un corps. Donc, par exemple, quelqu'un peut être porteur d'un gène d'un cancer particulier, mais si il a un mode de vie qui n'active jamais ce gène, ou au contraire qui active des gènes protecteurs contre ce cancer, il a beau avoir le gène de manière innée, de manière héréditaire, il ne l'activera jamais, il ne déclenchera jamais le cancer, parce que au niveau épigénétique, au niveau de son mode de vie, de son environnement et de ses actions de la vie de tous les jours, il a jamais activé ce gène-là. Au contraire, il a activé ceux qui le protégeaient. Donc ça, c'est tout ce qui tourne autour de l'épigénétique. Et forcément, de fil en aiguille, je dis ça parce que un mode de vie, aujourd'hui, peut-être que vous, c'est de l'épigénétique, mais demain, nos enfants, ce qu'on construit comme gène pour nous, ce qu'on active ou non, ça sera l'hérédité de nos enfants qui, eux, selon leur mode de vie, vont transmettre une hérédité, etc. Et donc, de fil en aiguille, ça fait des génétiques très différentes, en fait, en fonction de ce que l'individu a fait, du patrimoine qu'il a reçu, etc. Voilà, je pense que j'en ai trop dit et je suis encore un peu parti loin ce matin, mais c'est pas grave. Si vous voulez tout savoir sur le jeûne intermittent pour perdre du gras, allez voir le lien que je vous ai proposé dans les notes là. Sachez que vous avez encore une journée pour profiter d'une offre spéciale VIP qui, je crois, qui s'arrête. Je sais pas si elle s'arrête ce soir ou demain, je sais plus jusqu'à quand je l'ai mise, mais bon bref, où c'est moins cher pour les VIP. Je le fais une ou deux fois par an maximum, donc c'est le moment. Et une fois que vous avez bénéficié de l'offre, l'avantage c'est que vous la gardez. Donc c'est pas juste ce mois-ci et le mois prochain, non, hein, c'est vous la gardez. Donc voilà. Je m'arrête ici. Allez voir le lien en description. Bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.